Donc, bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, tout d'abord, je m'appelle Stéphanie Lafortune, puis comme vous pouvez le constater, je suis aussi membre de l'équipe de recherche en sciences et technologies de l'UQAM. Et aujourd'hui, la recherche que je vais vous présenter, c'est en réalité aussi mon projet de maîtrise et ça porte sur le développement cérébral de la capacité à surmonter des interférences intuitives en sciences. Donc, la présentation d'aujourd'hui, brièvement, je vais exposer le problème de recherche, quelques brèves considérations théoriques. Je vais surtout insister sur des éléments de méthodologie et puis vous parler de quelques résultats principaux. Donc, sans plus tarder, je commence avec la problématique qui s'inscrit aussi en didactique des sciences, comme les deux collègues avant moi, donc qui tourne autour d'un peu la même problématique qui est assez bien établie dans le domaine de la didactique des sciences, les conceptions erronées des élèves dans le fond, avec lesquels ils arrivent dans nos classes, qui sont un véritable obstacle pour l'enseignement et donc sur la recherche en didactique des sciences tente de s'informer, dans le fond, comment faire évoluer ces conceptions-là. Et puis, parmi les chercheurs qui ont proposé des modèles pour expliquant comment un élève passe d'une conception initiale vers une conception scientifique, il y a notamment l'équipe de Stavey et Tyrush, selon lesquels la grande majorité des conceptions naïves des élèves résulterait de la mobilisation de ce qu'ils appellent des règles intuitives. On pourrait aussi appeler ça des heuristiques. Et eux autres, un exemple de règle intuitive qu'ils ont identifié, c'est more of A, more of B. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez davantage. Supposons que je vous présente deux bouteilles d'eau et je vous demande d'évaluer dans laquelle des deux a le plus grand niveau d'eau, mais que ces bouteilles-là sont opaques, donc vous ne voyez pas au travers. Eh bien, simplement en les soulevant, vous êtes capable d'évaluer que dans l'une, il y aura plus d'eau que dans l'autre. Et dans le fond, inconsciemment, ce que vous avez appliqué comme règle ici, c'est plus la masse d'une bouteille est élevée, plus le niveau d'eau à l'intérieur le sera. Donc, more of A, more of B. Donc, inconsciemment, vous auriez appliqué de telles règles et il en existe plusieurs. Et ces règles-là, la plupart du temps, elles mènent à des réponses qui sont scientifiquement correctes. C'est la raison pour laquelle elles sont automatiques, on les utilise beaucoup. Par contre, elles viennent souvent interférer ou nuire au raisonnement scientifique de l'apprenant. Et c'est ce que Stavey et Tyrush, leur équipe, ont baptisé des interférences intuitives et qui ont été étudiées également en psychologie, mais eux l'ont fait en éducation. Donc, je donne un exemple d'interférence intuitive ici. Si on reprend la règle more of A, more of B, ici, on pourrait penser que plus une balle est grosse, plus elle va couler dans l'eau. Alors qu'ici, on s'aperçoit, si on demande ça à un élève, que la balle, dans le fond, une balle plus petite, d'une même substance, va, étant donné sa masse volumique, couler également. Donc, la réponse correcte serait D. Par contre, il y a de nombreux élèves qui font des erreurs de tels exemples. Ils vont penser qu'une balle plus petite va couler moins. Et ces erreurs-là, les chercheurs se sont intéressés et puis aux mécanismes cérébraux qui seraient derrière ces erreurs-là. Et notamment en mathématiques, l'équipe de Stavey et Babay ont utilisé la neuroéducation sur l'aire et le périmètre pour vérifier les interférences des élèves dans ces contextes-là. Et ils ont trouvé, eux, que l'inhibition des règles intuitives serait liée au succès des élèves devant ces interférences-là. Donc, il y a des mécanismes cérébraux liés à l'inhibition qui seraient responsables de la capacité de surmonter ces interférences-là. Et il y a également, ça c'est une étude en mathématiques, mais en sciences, on l'a vu tout à l'heure, les deux études qui ont été présentées, notamment celle de Masson, indiquent vraiment que l'inhibition semble probablement jouer un lien, avoir un rôle à jouer, dans cette capacité de surmonter des conceptions erronées en sciences. Et puis, bien qu'on connaisse de plus en plus,
bien que les recherches pointent de plus en plus vers le rôle de l'inhibition dans la capacité de surmonter ces interférences-là, et bien également qu'on connaisse de mieux en mieux la maturation des mécanismes cérébraux liés à l'inhibition grâce aux neurosciences, eh bien, il n'y a pas nécessairement à ce jour, à notre connaissance, de lien qui a été établi entre cette maturation-là des mécanismes cérébraux liés à l'inhibition et le développement de la capacité des élèves à surmonter des interférences intuitives. D'où la question de recherche, c'est-à-dire, y a-t-il un lien entre ces deux éléments-là, la capacité des élèves à surmonter ces interférences et puis le développement de leur mécanisme d'inhibition. Et pour répondre à une telle question de recherche, évidemment, il a fallu se pencher sur de nombreuses considérations théoriques, notamment qui portent sur la capacité à inhiber. Donc, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais y aller rapidement, mais on a vu que non seulement en éducation, mais en psychologie, ces interférences-là ont beaucoup été étudiées et on remarque que l'activation du cortex préfrontal, notamment, se retrouve dans ces nombreuses études-là. Or, M. Houdet en a parlé tout à l'heure, on sait que le cortex préfrontal est l'une des dernières régions du cerveau à se développer. Et donc, il pourrait donc y avoir un lien entre le développement de ces mécanismes-là liés à l'inhibition et le développement de la capacité des élèves à surmonter leurs interférences en sciences, dans une tâche impliquant des interférences intuitives. Et donc ici, j'avais indiqué le cortex préfrontal, mais on en a parlé tout à l'heure. Et cette inhibition-là pourrait se traduire par le temps de réaction des élèves. C'est-à-dire qu'un processus d'inhibition prend du temps. Et donc, un élève qui aurait à surmonter une interférence, donc ce qui impliquerait des processus à inhibition, prendrait en comparaison plus de temps pour le faire que quelqu'un qui répond à un stimuli très intuitivement. Donc, nous autres, notre recherche s'est basée sur des données via le temps de réaction, donc des données behaviorales pour être un indicateur de la capacité d'inhiber. Donc, nos hypothèses en lien avec ce temps d'inhibition, c'est que dans une tâche en sciences qui fait appel aux règles intuitives, eh bien, les stimuli contre-intuitifs, donc les interférences, vont être de mieux en mieux réussis avec l'âge, puisque les mécanismes cérébraux des apprenants se développent avec l'âge. On pense également que le temps de réaction diminuera avec l'âge, donc les jeunes seront de plus en plus rapides à être capables de surmonter ces interférences-là. Et puis finalement, une autre hypothèse qui, en fait, viendrait confirmer plusieurs autres études, c'est que le temps de réaction aux stimuli qui sont contre-intuitifs, qui demandent de surmonter une interférence, seront bien sûr plus... le temps de réaction sera plus élevé, donc ça demanderait plus de temps aux élèves de surmonter leurs interférences. Alors, pour arriver à répondre à de telles hypothèses, eh bien, il a fallu faire des choix méthodologiques, notamment au niveau des concepts choisis en sciences. Mes deux collègues avant moi ont étudié l'électricité, respectivement, et la physique mécanique, mais nous avons choisi plutôt de regarder les conceptions erronées en lien avec la masse volumique, parce qu'on sait qu'une bonne compréhension de la masse volumique est vraiment essentielle éventuellement dans la compréhension d'autres notions scientifiques importantes. Et on sait également que les difficultés des élèves semblent être dues à l'application d'une règle intuitive lorsqu'il est question de masse volumique. Un autre choix méthodologique qu'il a fallu faire, c'est au niveau... si on veut étudier le développement, on aurait pu prendre les jeunes en troisième année, en quatrième année, en cinquième année et les suivre avec l'âge. Mais étant donné des contraintes de temps, nous devions également choisir une approche qui est ici transversale, donc
comparer des différents groupes d'âge et voir leur évolution. Alors, quelques éléments de méthodologie. La tâche qu'on a dû construire, c'était une tâche en lien avec la masse volumique qui avait le recours aux interférences intuitives. Il a fallu présenter cette tâche-là aux jeunes de 8 à 14 ans. Pourquoi 8 à 14 ans? Eh bien, c'est parce que plus jeunes, même si leur mécanisme d'inhibition se développe, il y avait une compréhension moindre de la lecture que nécessitait la tâche, et que les plus vieux, en tout cas au Québec, à partir de 15 ans, ils sont exposés en classe vraiment à la relation mathématique au niveau de la masse volumique. Donc, on ne voulait pas que l'enseignement ici vienne perturber les conceptions intuitives des apprenants. Nous avons mesuré leur temps de réaction et l'exactitude des réponses, et puis analysé ces données-là. La tâche qui est présentée, elle a été conçue à l'aide du logiciel ePrime et éventuellement pourra être utilisée peut-être dans un appareil d'imagerie cérébrale. Elle mesure, comme je l'ai dit, le temps de réaction et l'exactitude des réponses. Et la tâche consistait en déterminer laquelle des 3 boules présentées coulerait davantage dans l'eau. Donc, les boules présentées pouvaient être faites en bois, en polystyrène ou en plomb, et pouvaient être de 3 tailles différentes. Et une partie des stimuli présentés étaient intuitifs, d'autres étaient contre-intuitifs, donc présentaient une interférence, et puis d'autres étaient contrôle. Je vous donne rapidement un exemple de chacun. Ici, c'était un stimuli intuitif qui répondait à la règle intuitive, plus c'est gros, plus ça coule. Donc ici, on voit clairement en B que la balle la plus grosse, faite de plomb, va effectivement couler davantage dans l'eau. Par contre, des stimuli contre-intuitifs présentés sur l'ordinateur ne répondaient pas à cette règle intuitive-là. Donc, on voit ici que la balle C, qui est en fait la plus grosse, n'est pas nécessairement celle qui va couler le plus dans l'eau. Et puis, donc ici, la bonne réponse était X, puisqu'il y a donc une interférence. Finalement, des stimuli contrôle dans lesquels les balles présentées étaient identiques. Les sujets de notre tâche, on en avait 684, pour lesquels il y avait eu 80 observations pour chaque. Donc, pour un total de 54 549 observations. Et puis, les sujets, on a tenté de distribuer également leur sexe et leur main dominante, puisque ce sont 2 variables qui peuvent influencer la vitesse de tapping sur le clavier, ce qu'on ne voulait pas qu'ils viennent interférer dans nos analyses. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dû créer 4 versions équivalentes de la tâche, dans laquelle un même stimuli, donc un quart des sujets répondait à la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3 et la tâche 4 respectivement, mais vous pouvez remarquer qu'un même stimuli est pareil, c'est juste la position des balles qui changeait ici, et donc de manière à équilibrer les doigts dans les 4 versions de la tâche. Je vais y aller rapidement avec les résultats, comme je vais manquer de temps. Je vais passer tout de suite aux résultats sur les temps de réaction, qui sont dans le fond les plus intéressants ici. Ça, c'était les résultats sur l'exactitude des réponses, mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les temps de réaction. On a vu clairement que, ça c'est le temps de réaction en millisecondes, lorsque les élèves arrivent à répondre de façon correcte, lorsqu'ils surmontent leurs interférences, eh bien, en orange, quand c'était des stimuli avec interférence, ils mettent beaucoup plus de temps que si c'était des stimuli intuitifs, ce qui peut laisser supposer qu'il y a effectivement un processus d'inhibition en cours entre les deux. On voit également que lorsqu'ils ne répondent pas correctement aux stimuli avec interférence, ils sont plus rapides, ce qui peut laisser supposer qu'ils répondent de manière intuitive, mais incorrecte. Donc, ils répondent rapidement, mais incorrectement. Et puis, nous avons également des résultats. Oups, je m'excuse. Nous avons également des résultats avec l'âge, des temps de réaction. Pour les réponses correctes, on voit qu'il y a une relation avec l'âge, donc une relation négative, c'est-à-dire que plus on avance dans l'âge, plus, dans le fond,
on est rapide à répondre à ces interférences-là. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le fond, il y a probablement un processus d'inhibition en cause qui expliquerait les différences de temps de réaction entre le fait de surmonter une interférence et le fait de répondre de manière très intuitive. Et puis, j'expliquais également que les élèves qui répondent rapidement ont souvent la mauvaise réponse, qui suggère qu'il y a probablement une conception intuitive qui vient interférer dans leur raisonnement. Et puis, dans de futures études, il serait vraiment intéressant de tester cette tâche-là dans un appareil d'imagerie cérébrale afin de venir vérifier nos résultats comportementaux. Évidemment, notre recherche a quelques limites, notamment le choix de l'approche transversale plutôt que longitudinale. Également, le fait que le niveau scolaire n'est pas le seul responsable du développement de l'inhibition. Il peut y avoir la scolarité, l'expérience des apprenants et d'autres limites. Mais malgré tout, ces résultats-là, s'ils sont éventuellement combinés avec d'autres résultats en neuroimagerie, pourraient nous informer de manière intéressante sur le processus de raisonnement des élèves devant des interférences en sciences. Voilà, c'est ce qui conclut ma présentation.